Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Trois lignes diffusion pour cette conférence dédiée au mythe fascinant de la Dame Blanche. Ce soir, nous allons plonger dans les profondeurs de notre inconscient à travers des récits effrayants et captivants. Nous allons découvrir les raisons pour lesquelles nous sommes attirés par cette histoire et par les lieux d'apparition de la Dame Blanche. Ce soir, j'ai le grand plaisir de partager cette conférence avec mon invitée, Cindy Dubois. Bonsoir Cindy. Bonsoir Hélène, je suis trop contente de faire ce sujet avec toi, tu peux même pas imaginer. Ah, bah, je suis Bonsoir ravie tout moi le monde. aussi. Bonsoir. Eh bien, j'ai eu la chance, Cindy, de te rencontrer lors d'une visite ésotérique sur Paris, qui avait été organisée par Amélie de la chaîne YouTube Rayonnance TV. Et en fait, tu étais la guide, la conférencière en fait. Et j'ai vraiment été captivée par tes talents de conteuse, de conférencière et surtout ta manière de transmettre l'histoire qui rend en fait les figures historiques, les personnages plus vivants, plus proches de nous et avec cette bonne dose d'humour qui donne envie d'en savoir plus, en fait, de creuser dans ces histoires. Donc, je suis ravie que tu sois avec moi ce soir pour animer cette conférence. Et pour les spectateurs qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu veux bien présenter ta pratique et puis nous parler un petit peu de cette part de toi que tu voudrais mettre en lumière ce soir par rapport à notre conférence? Waouh, bah merci pour cette présentation, je suis très, très Avec touchée. plaisir. Bah, ça a été plaisir partagé, c'est un coup de cœur, je pense, professionnel et personnel, donc je pense que ça va être une très chouette conférence et coucou Amélie, d'ailleurs, au Et passage, coucou qui nous a Amélie. permis de nous Bien. rencontrer. Alors, que dire, que dire? Je suis guide touristique à la base. Donc ça, c'est mon métier depuis bientôt, 15 ans, 14-15 ans et donc j'ai toujours aimé transmettre avec passion l'histoire pour, découvrir notre propre histoire à travers la grande histoire et puis ces dernières années, j'ai développé d'autres, on va dire, compétences. Donc je suis sophrologue, mais pas que. Donc sous forme de consultation, on va dire que je fais de la tarologie, de l'astrologie. J'aide les personnes à se trouver, je leur donne les clés comme une guide, hein, au final. Je les guide sur leur chemin de vie et donc c'est encore il y a beaucoup d'évolutions ces derniers temps. C'est un peu compliqué de tout résumer parce que, chaque année, bah, je progresse, je rajoute des choses et je progresse avec les gens. Donc voilà, je suis guide dans, on va dire dans un ensemble. Merci Cindy et c'est vraiment cette particularité que tu as, moi, qui m'a beaucoup touchée. C'est vraiment cet aspect, voilà, remettre l'humain au centre, remettre la personne, le bien-être et puis, tous ces aspects, spirituels, ésotériques, en fait, au centre de déjà au niveau des visites. C'est quand même assez unique, c'est un talent, que je qualifie d'unique, mais aussi, cette possibilité d'aller plus loin, en fait. Il y a vraiment ce côté libération émotionnelle qui vient en plus accentuer tout ça. Donc, finalement, c'est toutes ces parts de toi sont hyper cohérentes et voilà, donc je pense que ça va être, une très belle soirée, avec toi. Justement, peut-être, je vais expliquer comment va se dérouler, cette soirée, cette émission. Donc en fait, Cindy, toi, tu vas nous apporter, les connaissances historiques à travers, les histoires, les récits de la Dame Blanche et pour ma part, je vais vous apporter les aspects symboliques, c'est-à-dire que on va essayer de faire le lien, en fait, entre, ces histoires et la raison, en fait, qui nous a poussés vers cette histoire, pourquoi on a été attirés par, un lieu, une histoire en résonance avec, la Dame Blanche, en lien avec ma pratique de la psychogénéalogie. Donc l'idée, c'est de faire un pont. Effectivement, la Dame Blanche fait beaucoup parler d'elle, mais pourquoi elle nous attire autant? Pourquoi, en fait, ces récits traversent le temps et quel est le lien avec nous? C'est surtout ça. Pourquoi on a un lien si fort avec elle et pourquoi il y a des personnes qui vont être super attirées par elle, d'autres moins. On va voir tout ça, ce soir. Donc, si tu Il y es a des prête, choses à Cindy? dire. Ouais, vas-y. Il y a énormément de choses à dire. Oh oui! C'est un sujet qui nous a, quand même, demandé, pas mal de petites recherches, de petites connexions, mais c'est vraiment un sujet passionnant. Donc, vraiment, on espère pouvoir vous partager, ça et que vous puissiez faire vos connexions ce soir. Donc, si tu es prête, Cindy, c'est parti. Est-ce que tu veux bien nous présenter la Dame Blanche? Eh bien déjà, je vais faire mon institutrice, Hélène. Qu'est-ce que la dame blanche pour toi? Alors, la Dame Blanche, pour moi, c'est une figure, comment dire? Fantomatique, hein. Déjà, D'ailleurs, c'est ouais? excuse-moi, je te coupe, mais est-ce qu'on en parle de ton fond d'écran derrière?
Ça fait peur, hein. C'est génial. Elle m'a attirée, la dame blanche. J'avais envie qu'elle soit à côté de moi ce soir, tu vois? Et je me suis dit: «Allez», je fais jamais de fond d'écran, mais là, je me suis dit: «Quand même, j'ai très envie de tenter et qu'elle soit avec moi et avec nous ce soir». Et elle descend les escaliers, donc symboliquement aussi, ça c'est super intéressant parce qu'elle descend dans les profondeurs de l'inconscient et donc voilà, on va aller voir ce qui se passe un petit peu en arrière-plan, à l'intérieur de nous, voilà, comment elle résonne avec nous et ouais, ça j'espère qu'elle va pas bouger, hein. J'espère aussi, je te le dirai, hein. Mais Ça excuse-moi, du marche. coup, je t'ai coupé, tu Non, étais non, en train de t'inquiète pas. m'expliquer, par rapport à la dame blanche, Ouais, qu'elle la dame évoquait pour blanche, toi. alors la dame blanche pour moi déjà elle évoque, plein de choses. C'est des souvenirs aussi parce que la dame blanche au premier abord, elle a cet aspect, effrayant de par, les histoires, je pense aux soirées pyjama où on se faisait peur avec la dame Mmh. blanche, où on se disait de pas aller regarder dans un miroir parce que, voilà, elle pouvait apparaître, ou alors quand tu rentres de soirée et qu'on te dit: «Tu risques de la croiser, attention», tu vois? Il y a Mmh. c'est toujours cette atmosphère, étrange. Mais pour moi, elle incarne pas, uniquement en fait ce côté effrayant. Pour moi, c'est une femme qui est incomprise, une femme en souffrance qui est incomprise et donc voilà ce qu'elle incarne pour moi. Au-delà de cette femme fantomatique qui va, effrayer, qui va même peut-être provoquer, on lui connaît aussi cette particularité, c'est de pouvoir être parfois, neutre et parfois un peu, malveillante. Eh bien moi j'y vois surtout, la blessure et comment dire? Cette femme qui n'est pas comprise. Donc voilà ce qu'elle incarne pour moi. C'est une femme qui n'est pas encore entendue malgré le fait qu'on parle d'elle depuis des siècles. Tu vas nous en dire plus, mais pour moi, elle est toujours pas comprise cette femme. Donc, voilà ce qu'elle incarne pour moi, la Dame blanche. Oh que oui, elle est toujours pas comprise. Mais effectivement, oui, la dame blanche, alors c'est vrai que quand on parle de la dame blanche, très souvent, on a ce symbole de l'autostoppeuse, donc qui vient nous arrêter, à frémir, à nous faire frémir, hein, la nuit quand on rentre de boîte ou je ne sais pas. Alors, il y a plus de 300 dames blanches en France et je pourrais vous parler du Canada, de l'Angleterre. La dame blanche est partout. Mais Oui, nous, on va s'intéresser à vraiment aux origines du mythe, comprendre d'où elle vient, cette dame blanche. Alors, ce serait pompeux de vous dire que je vais vous parler de tous les mythes dans le monde entier, puis il nous faudrait toute une journée, voire plus, hein. oui, Je vais essayer de décortiquer pas à pas, faire quelque chose, un petit résumé, et puis voir comment elle a évolué jusqu'à cette autostoppeuse. Alors déjà, on va aller avant le Moyen Âge. Alors le Moyen Âge, juste pour résumer, c'est à partir du moment où on va commencer à officialiser surtout les religions monothéistes, judaïsme, islam, christianisme. Mais avant, on a ce qu'on appelle l'Antiquité, où chaque divinité, on a des divinités pour la nature, on a des divinités pour chaque arbre, pour chaque sentiment, déesse de l'amour, dieu de la guerre, etc., etc. Et donc, si on regarde un peu le folklore déjà, j'aimerais vous montrer une première image qui pourrait nous mettre sur la piste de la future Dame Blanche. C'est le folklore irlandais, c'est la oui. Banshee. Alors, je ne sais pas si tu connais la Banshee. Alors, je rigole parce qu'il y a quelque temps dans les coulisses, on va aller dans les coulisses, tu m'as appris comment faire un partage d'écran. Et là, je vais faire mon premier partage d'écran. C'est magnifique. Alors, la Banshee, elle est, bien évidemment, c'est l'image que j'avais pas mis en grand. Alors, donc, la Banshee, est-ce que tu sais ce que c'est? Alors non, je ne Alors, sais pas ce que c'est. Alors, parce que tu quand la on a vois? préparé, l'émission alors je la vois, mais en icône toute petite. Tu sais, il faudrait D'accord. que tu Oui, ressortes, que tu bien sûr, l'ouvres et que tu c'est la vrai. rouvres en grand après. Ouais et Oh non, là là en là là fait, là là. j'avais commencé des recherches et je me suis dit: «Mais stop, je vais travailler vraiment sur les aspects symboliques, des histoires qu'on a sélectionnées», parce qu'on a sélectionné 3 Mmh. histoires pour illustrer, hem notre soirée avec différents contextes et je me suis dit: Mmh. «Mais écoute, laisse-toi surprendre par Cindy, lors de la conférence». Donc en fait, vais découvrir certaines parties et j'ai des connaissances sur certaines, mais la Banshee, non, je ne connais pas, donc je suis toute oui. Alors, je vais y arriver. Tu la Ça vois y en plus est. gros là? Ouais, Oh parfait. magnifique, Oh, alléluia, elle fait elle est peur. parmi nous. Elle fait peur, oui, cette banshee. C'est une entité de l'autre monde, hein, parce que très souvent, on va parler de fées,
On va parler d'entités, donc quand je dis autre monde, ça peut être des, sorcières, ça peut être des gnomes, tu vois? Et Oui, donc la banshee, c'est une entité de l'autre monde qui est assez vaporeuse, qui est blanche, hein, là tu peux le voir, et qui souvent se manifeste avant la mort de quelqu'un. Donc elle fait d'accord. peur parce que, bah, on sait que quand elle arrive, c'est que quelqu'un va mourir au sein du domicile, hein. Donc déjà, on commence à arriver dans le principe de la dame blanche messagère. Parce Oui, qu'on va voir que la dame blanche, elle a plusieurs rôles au fur et à mesure des siècles, mais elle a un rôle qui est celle de délivrer le message de la mort. Et donc, on peut dire que cette banshee, elle va donner le ton, et on retrouve une banshee dans beaucoup de folklore, hein, dans le monde entier, mais elle va donner le ton à la dame blanche. Mais nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est l'apparition de la dame blanche au Moyen Âge. oui, Alors, je ne sais pas si tu connais Mélusine. Donc là, je vais te oui. montrer une autre petite photo. Alors, je vais quitter ce partage d'écran terrible. Oh là 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 là. Je suis mais incorrigible. Heu, Hop, il faut que tu arrêtes le partage. arrête le Ouais, partage, que tu voilà, voilà. rouvres Mélusine. Voilà. Voilà. Alors, Mélusine, où es-tu? Où te caches-tu? Voilà. Et donc, alors Mélusine, c'est à la base, donc c'est une divinité païenne, donc avant le Moyen Âge. Et au Moyen Âge, on va donc se réapproprier des divinités païennes, on va les intégrer dans des romans. Alors, si je te parle de la table ronde, par exemple, si je te parle du roi Arthur, Oui, est-ce que tu vois très bien? Alors, les oh, mais c'est légendes pas possible. arthuriennes, on a parlé de Viviane, pour Viviane, les Viviane, donc qui ouais. est une Viviane. Alors, je te la mets en petit, je suis désolée. Je crois qu'on Ah, la on voit voit pas. on voit quand même, oui, donc On la ah voit oui, quand d'accord, même? donc Ça va. on voit une Voilà, queue de serpent, donc c'est sa queue de serpent, c'est la femme de Raymondin, c'est ça? Si d'accord. je mets bien le Alors en fait lien? Ouais, à la base, Mélusine, donc c'est une fée, oui, donc c'est une divinité païenne. Et donc, au Moyen Âge, eh bien, n'oubliez pas qu'on n'a pas internet. Donc on va, devoir, essayer d'intégrer la culture païenne, les anciens mythes dans le christianisme. Et on va souvent faire passer, ces divinités païennes comme des divinités un peu, malfaisantes, qui jouent sur 2 camps. On ne peut pas leur faire confiance. Je pense donc, hommage à Merlin, par exemple. oui, Je pense à Viviane, je pense à, Morgane, la fée Morgane, et donc oui, Mélusine. Alors c'est une divinité celte, romaine, on ne sait pas trop, il y a plusieurs, histoires. Mais donc dans la culture moyenâgeuse, Mélusine va se transformer en femme serpente. Alors attention, quand on parle de fée, une fée, c'est pas, comment dire? C'est pas la fée avec les ailes comme on peut voir dans la culture anglo-saxonne du 19e siècle, c'est une véritable femme qui a des pouvoirs. Et donc Mélusine, elle va être condamnée par sa mère à avoir une queue de serpent tous les samedis parce qu'elle avait emprisonné son père, donc une petite histoire de famille comme on peut en avoir au Moyen Âge. Et donc Mélusine, pour pouvoir conjurer le sang, il fallait qu'elle épouse quelqu'un qui allait donc, accepter de ne pas voir sa femme le samedi, et s'il venait à rompre donc ce contrat, à garder le secret pour lui. S'il trahissait son secret, dans ce cas-là, elle allait garder son corps de serpent pour l'éternité, elle allait être maudite en quelque sorte, et elle allait être condamnée à délivrer le message de mort sur toute sa lignée, la lignée de son époux, donc si elle avait des enfants, le mari, et cetera. OK. Alors Mélusine, elle est horrifiée et un jour, elle prend son bain dans un petit cours d'eau, et là, elle voit Raymondin. Et donc Raymondin, il est un petit peu chafouin, le pauvre homme, parce qu'il vient tuer son oncle lors d'une partie de chasse, chose qui arrive aussi. Normal. Donc Raymondin, alors il est, un peu embêté parce qu'il ne sait pas comment le dire à son cousin qui a tué son père, hein. Et là, il rencontre Mélusine qui est quand même assez belle, hein, c'est une fée. Et du coup, Louise, elle va lui dire: «Écoute, je te propose quelque chose, je te propose qu'on se marie et dans ce cas-là, alors je vais te demander de ne pas me voir le samedi, mais je vais te combler de bonheur. Je vais te donner des enfants, tu seras le plus puissant du royaume» et il va accepter tout naturellement. Sauf que bon,
effectivement, elle a 10 enfants avec lui. Bon, certains enfants qui ont un nez au milieu du front, pardon, qui ont des oreilles un peu plus grandes. Ils ont des petites fois la difformité, mais bon, ils sont très heureux ensemble. C'est une fée bâtisseuse aussi, donc elle va, construire des palais pour chacun de ses enfants. Un jour, le frère donc de Raymondin, un petit peu jaloux, il va dire à son frère, il va lui dire: «Écoute, c'est un peu bizarre quand même qu'elle ne souhaite pas te voir le samedi. Je pense qu'elle a un amant». Et là, bah, Raymondin, il va trahir la confiance de Mélusine en faisant un petit trou dans la porte de sa chambre et il va la voir en train de prendre son bain, la queue de serpent fouettant l'eau. Donc là, il va être horrifié, mais il va garder le secret jusqu'au jour où l'un de ses enfants, qui est un petit peu violent, un petit peu compliqué, hein, il va incendier une abbaye, il va faire brûler des religieux. Et là, dans un accès de colère, Raymondin va la, qualifier de fausse serpente. Donc là, Mélusine va très vite comprendre qu'il a donc trahi son secret et dans un cri strident et de douleur, elle va s'envoler parce qu'elle avait aussi comme la vouivre, elle avait des petites ailes, au niveau de sa queue de serpent et donc elle va partir par la fenêtre et donc par la suite, elle va venir à chaque fois qu'il y aura la mort donc de son époux en premier et quand il y aura la mort de ses enfants. Donc déjà, on commence à arriver sur quelque chose de messager. Oui, Donc vous allez me dire quel est le lien avec, Mélusine et la Dame Blanche? Eh bien, au XVIe siècle, on va commencer à changer un petit peu. On parle plus de fées, on va parler d'aïeux, en fait, de femmes, reines mortes depuis longtemps, qui vont veiller sur, leurs descendants et qui vont annoncer la mort de ces derniers. Donc quelques jours avant, on va avoir donc une dame, un spectre et là, on va parler de fantôme et je vous rappelle que jusqu'au XVIe siècle, la couleur, du deuil de la royauté, des reines, hein, de France, c'était la couleur blanche, le blanc. hein. C'est Anne de Bretagne et Catherine de Médicis qui vont commencer à porter du noir. Donc on associait le blanc au deuil, d'accord? Et n'hésite pas à m'interrompre, hein, si jamais tu as Non, quelque chose à t'inquiète ajouter pas, parce que je suis c'est partie, hein. parfait. Mais d'accord. Et en fait, donc on commence à instaurer progressivement l'idée donc de femme, de dame blanche qui délivre un message qui est rattaché à un château, mais pas que. On va avoir aussi des dames blanches qui vont être, aussi associées à des sanctuaires, des sous-bois, des ponts, des cours d'eau, des rivières. Alors au départ, c'est la même chose. Durant l'Antiquité, on a les divinités païennes et qui vont Oui, progressivement se transformer en esprits, alors des esprits protecteurs, voire destructeurs, parce que les dames blanches ne sont pas toutes gentilles, pures et voulant aider donc les prochains. Il y a aussi les dames blanches qui vont tuer, les dames blanches qui vont maudire. On va avoir des dames blanches qui vont délivrer des messages encore. Et puis des dames qui ne sont pas forcément blanches. Alors, je voulais faire une petite aparté sur les dames vertes, les dames rouges, les dames bleues et les dames noires. OK. Alors, petite image, j'arrête le partage écran. Ça y est, j'ai capté le truc, Hélène, c'est magnifique. Magnifique. Alors, oh là 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 là, on n'arrête pas. Fais-nous La peur, hein. technologie. Ah, mais je te jure, alors, petite parenthèse, tu sais, autant je suis à l'aise pour parler, mais la technologie me fait peur. Donc, une fois que je suis lancée, eh bien, c'est bon. Alors, donc, voilà, voilà, on y est. Partage d'écran et tu vas voir la dame verte. Est-ce que tu la vois? Oui, 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 parfait. Ça va? Donc ça, c'est la dame Nickel. verte. Donc elle Alors, est la elle est dame liée verte, à la nature, on voit c'est ça, hein? C'est un lien avec la ouais. nature, non? Carrément, carrément. En fait, la dame verte, c'est plutôt, du côté de l'Écosse, du côté aussi, bon voilà, Pays de Galles, Irlande, on va en avoir énormément, hein. Mais alors ça peut être aussi bien une fée ou un spectre, hein. On a aussi des dames vertes qui veillent sur des châteaux en France. Alors il y en a beaucoup moins que de dames blanches, hein, bien Ouais, sûr. Mais on va avoir donc le bon aspect de la dame verte, c'est plutôt, on va dire, celle qui va aider les gens égarés, voire les enfants égarés. Et dans le d'accord. mauvais aspect, la dame verte va noyer les voyageurs, va noyer les enfants, va égarer, les gens, perdus. Donc, on peut avoir des dames vertes qui sont un peu maléfiques, hein. Et puis après, tu as aussi les dames bleues. Alors les dames bleues, elles sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins présentes dans notre folklore parce que c'est plus des fées. On ne parle pas de spectres et plus D'accord. dans les montagnes.
C'est plus les fées des OK. montagnes qui vont aider, tu sais, les bergers à retrouver leurs troupeaux, à les garder, et comme il y a pas eu de pendant, tu sais, religieux, et bah, ça s'est un petit peu étouffé, hein, les mythes, parce qu'on l'a pas recyclé dans le christianisme. Et OK. puis après, tu as les dames noires. Il y a les dames noires aussi qui sont plus, alors bien sûr, la couleur noire est souvent associée aux méchantes, aux vilaines sorcières. Elles sont beaucoup plus rares, on les trouve dans les cimetières, dans les bois, et ce sont des esprits, sombres de sorcières qui ont fait du mal. D'accord. Voilà, donc très souvent, elles vont plutôt, maudire, elles vont, voilà, jeter des mauvais sorts, enfin, elles vont surtout, poursuivre, en fait, les personnes qui sont perdues dans les sous-bois, elles vont faire des choses pas très catholiques. Et OK. ensuite, on a les dernières dames, donc les dames rouges. Et Les les dames dames rouges, rouges. alors j'ai mal choisi ma couleur, on a choisi d'ailleurs le noir et le rouge, tous les 2. Ah écoute, Alors nous on va sommes de parler des très belles côtés sombres personnes. de l'inconscient, hein. Mais je suis scorpion, j'assume Ah parfaitement. moi aussi, tu vois? Ah, on est scorpion, c'est pour ça, forcément. Et on a choisi, alors toi, la couleur des vilaines sorcières et moi, la couleur, des, démons. Et oui, parce que D'accord. quand on parle du rouge, le rouge, c'est plutôt, comment, les couleurs, qui vont être associées à tout ce qui est entité démoniaque. C'est moins Oui, folklore, moins fée, hein, ça va être vraiment de ce côté-là, et souvent, c'est, tu sais, les succubes, les vampes qui vont oui, être séductrices et qui vont vraiment séduire donc les hommes, voire les enfants, pour les amener, tu sais, à manger un bonbon, quelque chose oui. comme ça, tu sais? Pour ensuite, bah, aspirer leur âme, voir leur chair aussi, les D'accord. vider de leur chair, que des choses positives. Donc voilà, il y en a très peu, mais il y en a quelques-unes dans des grottes aussi. C'est souvent des endroits un petit peu, reculés, voire des châteaux, mais il y en a très peu par rapport aux dames blanches, hein. On va pas Oui, se le oui, oui. cacher. Oui, oui. Bah, écoute, c'est D'ailleurs, je crois que fascinant. j'avais une photo sur, alors je te retrouve. Voilà, Dame j'ai rouge. trouvé une petite Ah photo oui, un peu fantaisiste de, voilà, d'une dame rouge, donc tu peux voir, très érotique, oui, oui. voilà, ça avec son visage, C'est ça, donc voilà. différents archétypes finalement, différentes figures universelles qu'on va Mmh. retrouver au fil des siècles dans des histoires, effectivement qui vont être, après, reprises en fait dans les histoires, religieuses, par la suite. Mais, effectivement, ça soulève beaucoup, beaucoup de représentations, Mmh. des choses qui se passent en nous. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir faire le lien avec des sujets qui vont être évoqués, avec, ce que l'on vit aujourd'hui. Donc, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur la dame blanche? Oh là là, oui. Ouais? Alors, je vais finir pour la première partie, on va dire, et Ouais, ça juste marche. une dernière petite chose par rapport au mythe des lavandières de nuit que je Oui, voulais, pour clôturer ce premier, on va dire, ce premier tome, de la Dame blanche, avant de parler des autostoppeuses et cetera et des châteaux. On a donc la lavandière de nuit, c'est plus en Bretagne, en Alsace, dans le Berry aussi, donc terre de sorcières par excellence, hein. J'aimerais souligner aussi le fait que dans beaucoup de régions, on a continué de faire des cultes aux divinités alors qu'on soignait par les plantes, et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de chasse aux sorcières au XVIe, XVIIe siècle dans ces contrées, parce que, bah, c'était tout nature pour les gens. Ils oui, n'avaient pas été nourris au christianisme, donc ils continuaient d'honorer leurs divinités païennes, et on va les condamner pour cela. Et oui, donc en Bretagne, il y a beaucoup de, c'est vrai que bon, je suis, ma mère est bretonne, donc j'ai passé énormément de temps en Bretagne, et je peux te dire qu'il y a beaucoup de lavoirs, tu sais, un peu abandonnés, oui, et donc on a souvent cette histoire de, «Fais attention aux lavandières de nuit». Il y a différentes légendes par rapport aux lavandières de nuit, donc elles sont blanches, bien oui, sûr, pour rester dans la thématique de la dame blanche, et on les entend, ça fait comme un croassement de grenouille, ou un croassement plutôt, de grenouille, et on va les entendre battre le linge. Et quand on les croise, alors très souvent des hommes qui, les croisent, on va voir que ce linge, en fait, c'est soit du linge ensanglanté, ou alors le corps, vidé d'enfants tordus, complètement essorés. Ce sont des femmes infidèles ou qui ont commis des infanticides ou qui ont fauté, voilà, qui ont trompé leur mari, qui vont être condamnées à battre le linge éternellement. Et si on ne les aide pas, eh bien, elles vont nous noyer, voire nous casser le bras, enfin, et c'est très souvent les hommes qui sont visés par ces femmes.
Donc c'est encore cet aspect, tu sais, tentateur de la femme, de la mauvaise femme qui a fauté, qui est punie. Oui, Mais on oui. peut aussi avoir la femme, et ça c'est surtout au 19e siècle, hein. Il a vraiment, on va dire que ce mythe va éclore au 19e dans ces régions avec, de toutes les guerres, guerre franco-prussienne, on a eu plein de choses. Le 19e siècle a été aussi marqué par la guerre et Napoléon et cetera. Et on va attendre, les maris, qui ne reviendront jamais. Donc les femmes vont, mourir de désolation et vont être condamnées, vont être rattachées à ce lieu-là du lavoir. Donc voilà, je voulais terminer sur cette dernière histoire Oui, super. et voilà, je te laisse rajouter, des petites choses. Bah, écoute, ouais, est-ce qu'on revient en mode plein écran peut-être? Oui, Hop, oui, oui, on revient en ouais, mode plein écran. Alors, je vais y arriver. Ah oui, arrêter le partage, tout simplement. OK. Voilà, alléluia. Super. Alors merci Cindy pour ces histoires, ce plongeon, dans le folklore, dans toutes les histoires en fait, qui peuvent être véhiculées. Effectivement, on se rend bien compte que la dame blanche, elle est partout. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la dame blanche, elle est unique, que c'est la même, hein, que c'est la même en fait qui intervient à plusieurs endroits. C'est aussi, quand, j'ai préparé le sujet, j'en ai discuté un peu autour de moi. On me disait: «Ah bon, il y a plusieurs dames blanches?» Et là, en fait, tu nous apprends qu'il y a aussi plusieurs, femmes qui portent des couleurs avec des symboliques, différentes. Donc on se rend compte qu'elle n'est Mmh. pas, uniquement, une femme, qui est présente dans des récits effrayants, mais que c'est aussi une femme qui incarne des traumatismes non résolus, en fait, qui peuvent être liés à nos vies personnelles, nos expériences personnelles dans la vie, à celles de notre famille, celles de nos ancêtres et pourquoi pas même à celles de nos vies antérieures. Parce qu'on peut faire aussi ce lien. Pourquoi elle nous attire à un moment donné? Mais parce qu'elle vient faire entre guillemets, heu, écho. En fait, elle vient, ces histoires de dames blanches, rouges, vertes, mais là, en l'occurrence, la dame blanche, va venir faire écho, à ce qui se passe en nous par un effet miroir. C'est-à-dire que cette histoire qui est racontée et répétée vient illustrer ce qui se passe en nous et qui se passe en arrière-plan. On n'en a pas conscience. Donc on est attiré par cette histoire parce que ça fait un lien avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ça paraît complètement au premier abord absurde, tu vas dire: «Bah oui, mais moi j'ai rien à voir avec, une femme serpent, une femme qui bat le linge, enfin je comprends pas. Oui, peut-être que j'ai des corvées à faire, mais je vois pas le rapport». Donc le lien, il va être vraiment subtil, il va vraiment falloir aller creuser. C'est-à-dire que ces histoires, elles fonctionnent comme une espèce de catharsis collective. Alors la catharsis collective, qu'est-ce que c'est? C'est une mise en scène, en fait, quand il y a des traumatismes, quand c'est très douloureux, c'est difficile d'en avoir conscience et il y a plusieurs groupes, plusieurs personnes qui vont avoir des blessures communes et qui vont être attirées par la dame blanche. D'autres, ça va être d'autres histoires, d'autres archétypes. Moi, pour moi, la dame blanche, c'est un archétype universel puisqu'on la voit dans plusieurs cultures, on la voit dans plusieurs histoires et elle traverse le temps. Et donc un petit peu à l'image de cette histoire qui est répétée dans le temps, eh bien, c'est aussi une manière de symboliser, de venir extérioriser des choses qui sont enfouies en nous, qui sont peut-être, trop douloureuses ou très, très enfouies. C'est venir en fait les mettre, heu comment dire? Les manifester dans la matière et le fait de le mettre en commun, on voit que ce sont des problématiques qui sont récurrentes et qui sont répétées. Comme dans nos vies, dans nos expériences, ça peut être à travers plusieurs vies, donc dans les lignées familiales, mais ça peut être aussi des expériences qui vont se répéter dans notre propre vie et ça se répète à l'image, en fait, de ces histoires qui se répètent au fil des ans, au fil des siècles et donc l'idée, c'est de prendre conscience qu'il y a des symboles communs entre ces histoires et notre vie. Donc, par rapport à ce que tu nous disais, déjà, on va voir qu'il y a des choses qui sont récurrentes. Par exemple, dans les histoires de Dame Blanche, il va y avoir le fait que ce soit toujours une femme, c'est toujours une figure féminine. La couleur blanche revient dans toutes les histoires, c'est pour ça qu'on l'appelle la Dame Blanche. Ce sont des apparitions, pour la plupart nocturnes, heu et aussi dans beaucoup de récits, on vient nous dire que c'est au moment de la pleine lune. Il y a toujours une mort tragique, un lieu symbolique. Donc en fait, je vais peut-être pouvoir donner quelques éléments comme ça, mais après on va décliner sur 3 histoires, après. Mais finalement, on va se rendre compte que, cette figure féminine peut tout à fait représenter notre part féminine
Donc, si on est une femme, ça peut représenter notre féminité, elle peut représenter notre féminité, mais aussi quand on est un homme, on sait qu'on a ces deux énergies, l'énergie masculine et féminine, et ça peut être une représentation de ce que Carl Jung appelait l'anima, en fait, de cette part féminine à l'intérieur d'un homme, mais qui peut être très enfouie, qui n'est pas encore reconnue. D'où la nécessité de prendre conscience de certaines choses à l'intérieur de nous pour pouvoir ça être un être harmonisé. Mais cette femme, cette figure féminine peut aussi venir symboliser, cette femme médiatrice qui va faire le lien entre le conscient et l'inconscient, le monde, de l'invisible et le monde du visible et également entre, l'ombre et la lumière avec tous les aspects duels. En fait, cette femme vient faire le pont entre les nos aspects opposés et on voit bien aussi que c'est une femme en souffrance, qui est en peine, qui est victime de trahison ou qui est malveillante. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette femme? Et je voudrais rebondir sur cette histoire de lavandière de nuit. Il y a peut-être des éléments dans ces histoires, donc, comme on le disait tout à l'heure, au premier abord, ça paraît pas évident, mais quand on creuse, ça peut peut-être faire écho à des choses que l'on a vécues ou que nos mères, nos grands-mères ont pu vivre, par exemple. On parlait de femmes les lavandières, ce sont des femmes qui battent le linge et on sait qu'à ces époques-là, en fait, et encore maintenant, mais beaucoup moins maintenant, il y a heureusement, il y a des évolutions voilà, au niveau des conditions des femmes, mais le sujet, par exemple, de la perte d'enfants, de l'avortement, c'était très tabou. D'ailleurs, c'était interdit, par exemple, l'avortement. Et il y avait des femmes qui aidaient d'autres femmes, justement, voilà, avec toutes ces questions féminines, toutes ces questions avec tous ces aspects féminins, mais qui étaient très tabous, il fallait pas en parler, et on était dans une domination patriarcale, donc c'était très mal vu. Voilà, c'était, enfin, voilà, la femme, déjà la maternité, c'était un sujet tabou, mais en plus de ça, tout ce qui allait être souffrance d'une femme qui pouvait perdre un enfant, des fausses couches ou qui voulait faire partir un enfant parce que justement, il y avait encore ces regards honteux d'enfants nés hors mariage, etc. Euh, Ça peut venir faire écho encore à des histoires que nos familles ou les femmes de nos lignées ont vécues. Et donc, parfois, euh, on va diaboliser en fait les femmes à travers des histoires comme les lavandières de nuit parce que c'était mal vu. Mais finalement, c'était des femmes en souffrance qui avaient besoin d'aide et qui n'étaient pas reconnues. Donc finalement, ces histoires viennent illustrer des blessures que les femmes ont pu vivre et justement, ça va être manifesté avec une histoire parce qu'en fait, c'est indicible, c'est inconscient, mais il y a peut-être encore des blessures. Il y a beaucoup de femmes qui vont perdre un enfant et qui vont souffrir et qui vont pas forcément soit pouvoir en parler, même si c'est au tout début tout début d'une grossesse. Et puis, il y a des personnes qui vont minimiser en fait ce que la femme va pouvoir éprouver. Et donc, euh, le fait d'être attiré, par exemple, par cette histoire va peut-être venir faire écho à des souffrances comme ça, personnelles ou dans la lignée familiale. Tu vois ce que je veux dire? Le lien qui peut être fait entre l'histoire et l'expérience. Et puis, comment dire, au niveau des couleurs, c'est super intéressant aussi parce que tu parlais, le rouge, ça va être la séduction, le noir, ça va être les parts sombres, le bleu, ça va être les montagnes, etc. Et là, le blanc, on vient nous parler finalement au niveau symbolique bah, de la pureté, de la virginité. C'est souvent des jeunes femmes, donc on vient aussi parler de ce côté pureté. Est-ce que justement on est une femme considérée pure ou est-ce que justement on a fauté? Tu vois, parce qu'on va parler aussi du blanc, la couleur du mariage. Tu parlais du deuil et de la mort également. Donc aussi, ça peut être cette couleur de la transition. Il y a beaucoup de personnes qui font des expériences de mort imminente et qui vont dire qu'au bout du tunnel, elles vont voir une lumière blanche éclatante, mais une lumière blanche qui ne pourrait pas être visible avec des yeux d'humain. C'est tellement éclatant. Donc il y a vraiment cette symbolique aussi avec l'au-delà. Et puis, cette couleur, finalement, blanche, en fait, qui est l'union de toutes les autres couleurs visibles et qui vient aussi parler de cette union, encore une fois, le mariage. Est-ce que ça fait écho à votre histoire? Est-ce que vous vivez des choses en ce moment qui pourraient, être liées au couple, séparation ou mariage ou voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Mais ça peut être aussi la connexion au divin, c'est-à-dire l'union avec, le soi supérieur, selon nos croyances avec, comment dire, au niveau de la spiritualité, tout ce qu'on peut qualifier de guide, par exemple. Et inévitablement, le blanc, ça vient nous parler.
eh bien, des fantômes avec le concept de la crypte. Donc finalement, la crypte, qu'est-ce que c'est? C'est un concept en psychogénéalogie qui dit que nous avons des endroits dans notre inconscient où vit un fantôme, un traumatisme, et qui vient nous hanter par des manifestations physiques, ça peut être corporel, mais psychique également. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir surmonter ce fantôme pour pouvoir être enfin en paix et avoir une vie plus harmonieuse et un équilibre psychocorporel plus harmonieux. Voilà, donc on décline un petit peu Mmh. voilà ces grandes étapes, mais on a aussi ces apparitions nocturnes. Donc la nuit, c'est encore une fois l'inconscient. La pleine lune, ça va nous parler de cycles, donc la féminité avec les cycles de la femme. Ça va nous parler aussi des cycles apparition-disparition de la Dame Blanche. Tu vois, le lien, il va se faire comme ça. Elle apparaît, elle disparaît. Elle apparaît, elle disparaît. Ça, tu vas peut-être pouvoir nous en parler un peu plus après, Ouais. mais c'est vraiment comment dire, ces symboles qui vont être récurrents et évidemment les morts tragiques, les accidents, les meurtres, les trahisons, les pertes, la peur extrême, le suicide, le désespoir, le sacrifice, la jalousie, l'adultère, ça revient aussi beaucoup, la pression familiale, la perte d'enfants, les deuils non faits et les secrets. Donc ça, c'est des sujets qui vont revenir beaucoup dans les histoires de Dame Blanche et qui peuvent venir aussi illustrer en fait ce qui se passe dans notre propre vie ou dans notre propre histoire familiale. Et donc, tout ça se passe dans des lieux symboliques et donc ce soir, les 3 lieux que nous avons choisis, ça va être un château, un pont et une route avec un carrefour. Voilà, donc Cindy, je vais te laisser la parole si tu es OK pour, peut-être nous parler de la première histoire, sauf si tu avais d'autres choses à rajouter. Bah, déjà, merci parce que c'est super passionnant. C'est vrai qu'effectivement, le fantôme, nos fantômes, en fait, voir cette partie qui résonne dans notre transgénérationnel, dans C'est notre ça. aussi les vies karmiques. Enfin, en fait, ça me fait penser à plein de choses quand tu dis ça. Et justement, par rapport aux morts cruelles, ça tombe bien, c'est une très belle transition parce que notre première histoire se passe dans un château. Et c'est vrai qu'on a parlé des messagères tout à l'heure, des esprits, hein, donc des fantômes de la même famille, de la même lignée. Mais il faut savoir que c'est pas toujours ça. On a aussi des fantômes, et ça dès le Moyen Âge, on ressasse des histoires de femmes qui ont été tuées pour cause d'adultère. Ou parfois des femmes tuées tout simplement parce que c'est une femme. Il y a jamais de raison voilà, pour tuer une femme, mais bon. Alors, du coup, donc la première histoire se passe à Sarlat en Dordogne, donc du côté donc du sud-ouest de la France. Je ne sais pas si tu connais Sarlat, mais c'est très sympa, on y mange bien. Oui. Mais là, je vais pas vous parler de nourriture, je vais vous parler de, donc alors, à la fin du XIIIe siècle, donc on est en pleine, prévention de la guerre de Cent Ans. Il y a beaucoup de châteaux, de forteresses, de remparts qui vont être construits pour pouvoir se protéger des Anglais. Et donc, il y a un château, donc ce fameux château de Puymartin que nous allons mentionner, qui a été donc construit au XIIIe siècle, donc toute fin XIIIe, et qui va être sous l'emprise des Anglais pendant un petit bout de temps et récupéré par les Sarladais. Alors, les Sarladais, ils vont tout démonter, les créneaux, la toiture, le plancher pour le rendre inutilisable. Et puis, par la suite, eh bien, on va avoir une famille, la famille de Saint-Clar, qui va racheter ce château. Et là, justement, on va arriver à notre histoire. C'est la Renaissance, le XVIe siècle, donc la guerre de Cent Ans est finie, hein, depuis un petit bout de temps. Et donc, notre cher Jean de Saint-Clar, comme tout homme respectable de l'époque, donc c'est un chevalier, enfin il va, enfin un chevalier, un soldat, je veux dire, il va, donc c'est un seigneur, il va devoir donc batailler, faire la guerre, surtout qu'on est en pleine guerre de Cent Ans. On est, pardon, je dis n'importe quoi, on est en pleine guerre de religion. De religion. Les Huguenots, donc les Huguenots, il y a tellement de guerres qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc le XVIe siècle, pour vous situer, c'est les affaires Catherine de Médicis, toutes les familles qui ont été massacrées au Louvre, à Paris, la Saint-Barthélemy. Voilà, on est en plein dedans. Et donc au XVIe siècle, on va faire la chasse aux Huguenots, donc aux protestants. Et donc notre cher monsieur Jean de Saint-Clar, il va devoir guerroyer, il va laisser sa femme Thérèse chez elle. Et donc, c'est une femme, donc généralement, quand on est une femme, la vie amoureuse, elle n'est pas charnelle, on choisit pas son époux. C'est très rare de vivre des love stories, hein, comme on peut voir dans les films. C'est plutôt un mariage de convenance, un mariage où on va donc tuer l'ennui, hein, essayer de s'occuper et surtout, on va devoir donner des enfants.
très souvent des hommes, hein. Et donc Thérèse de Saint-Clar, elle s'ennuie et un jour, elle fait rentrer dans son château son futur amant et on dit qu'il est huguenot. Donc vous imaginez bien que quand, Jean de Saint-Clar va la surprendre, en plein débat, dans leur chambre nuptiale, alors là, ça va être, très compliqué pour elle. Alors on dit, la légende raconte, ça on n'est pas sûr, mais donc pour pimenter les choses, que l'amant a été pendu en face de la fenêtre où Thérèse va être enfermée pendant 16 ans et ça c'est véridique, hein. Elle va être enfermée, pendant 16 ans par son mari qui était furieux, qui avait été trahi. Il va mettre Mmh. des barreaux donc à sa fenêtre. Il va donc l'enfermer, donc il va murer, la porte et puis il va aussi mettre une paillasse avec une cheminée pour qu'elle puisse, quand même survivre, avec une trappe au-dessus du plafond pour se nourrir, hein, pour lui faire passer la nourriture et les boissons. Donc bah, Thérèse, pendant 16 ans, bah, voilà, elle va survivre et elle va finir par mourir et donc on dit que, depuis ce temps-là, on a des apparitions spectrales dans la tour nord du château. On va la voir se balader dans l'escalier, en colimaçon. Les personnes, les hôtes du château vont aussi l'apercevoir au-dessus du plafond, en lévitation. Voilà, on va avoir des histoires un petit peu, on va dire, effrayantes, des apparitions spectrales et donc aujourd'hui, alors c'est un lieu qui est plutôt touristique. On profite de cette image, on surfe sur l'histoire de Thérèse et de son meurtre, donc il y a des gens qui grattent le mur pour pouvoir parce qu'il faut savoir aussi que quand elle est morte, Jean, était toujours furieux, il n'avait pas lâché l'affaire et donc il l'a donc emmuré, dans, la salle de la tour nord. Donc son cadavre a été, bah, les ossements donc ont été donc, emmurés dans cette salle et les touristes s'amusent à gratter pour essayer de trouver des restes de Thérèse. Il y en a plus beaucoup, je pense, hein, parce que c'est le XVIe siècle. Mais on a dû mettre une petite plateforme, enfin une petite, truc de cristal, tu sais, pour pouvoir, Mmh. je cherche le mot, Une une vitre? vitre, voilà, Oui. une vitre tout simplement. Mmh. Une vitre pour pouvoir protéger le mur parce que les gens grattaient tellement que c'était devenu n'importe quoi. Donc voilà pour cette première histoire et des histoires comme ça, on en a énormément. On a, voilà, on pourrait en citer un petit peu partout en France. Hein, comme j'ai dit, il y a plus de 300 dames blanches, mais c'est souvent des crimes passionnels, des crimes, des jalousies, comme tu l'as très bien cité précédemment. Alors je ne sais Ouais. pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette première Mais oui, oui, histoire? oui, j'ai hem, quelques symboles peut-être à rajouter. En fait, moi, cette histoire, elle m'a beaucoup touchée, celle de Thérèse de Saint-Clar et justement, voilà, en travaillant dessus, je me suis dit: «Mais déjà, comment elle pourrait résonner dans la vie des gens? Pourquoi elle touche comme ça Thérèse? Pourquoi ça vient nous titiller?» parce qu'en plus, il y a des gens qui vont visiter ce château, qui se déplacent. Donc à ce moment-là, pourquoi ils sont attirés par cette visite et pourquoi, ils ont envie de la voir, de voir au-delà du fait Mmh. qu'il y ait, cette manifestation, potentielle, voilà, où on peut la voir de nos propres yeux, mais c'est aussi, qu'est-ce que ça vient réveiller en nous? Donc on pourrait déjà se demander, est-ce que le prénom Thérèse pourrait avoir faire écho, voilà, à notre vie? Est-ce qu'on connaît une Thérèse? Est-ce que dans notre famille, il y a une Thérèse? Est-ce qu'on a rencontré une Thérèse? Est-ce qu'elle vient représenter aussi, je ne sais pas, par exemple, une partie de nous qui pourrait être en lien avec la religion, Thérèse aussi, tu vois? Hem Et dans cette histoire, on voit que c'est une femme qui a été surprise, en train de tromper son mari. Donc on vient vraiment voilà, soulever toutes les questions actuelles encore, hein, dans les couples, de la trahison, de la jalousie, de la vie conjugale, de la violence conjugale également, de la confiance, de la promesse. Est-ce que ça peut avoir un lien avec votre vie, avec ce que vous traversez, ce que vous avez traversé ou ce qui a pu être traversé, voilà, dans votre famille? Hem On sait aussi que, là, c'est une histoire qui est racontée, qui est comme ça. On dit que Thérèse a trompé son mari, mais il faut savoir aussi que plus largement, à cette époque, la condition des femmes était encore plus déplorable, c'est-à-dire que heureusement on avance, mais comment dire? À l'époque, les femmes étaient soumises encore une fois à cette autorité patriarcale et elles étaient vraiment réprimées. Il y avait vraiment une privation de liberté, elles n'avaient pas de voix et comment dire? Les femmes étaient, notamment en France, punies sévèrement quand il y avait,
une trahison, des transgressions qui étaient réelles ou perçues, tout simplement. Et donc, est-ce que cette histoire peut révéler quelque chose qui est vrai, un vrai adultère, dans un sens ou dans un autre, hein, d'ailleurs, hein. Tu vois, on parle vraiment d'énergie féminine au niveau des histoires de la Dame Blanche, mais ça peut être aussi euh, est-ce que c'est pas des suspicions? Est-ce que c'est pas une punition sévère juste pour des suspicions? Parce que, et même quand c'est vrai, quand c'est une femme qui va, par exemple, tromper, même encore maintenant, c'est toujours vu plus grave que lorsque c'est un homme. Tu vois, il y a vraiment cette dimension-là. Est-ce que ça peut révéler des choses de votre histoire, de ce que vous avez vécu? On parle aussi de la rage du mari. Donc là, on vient vraiment parler aussi, ça peut peut-être faire écho à des émotions incontrôlées en vous. Est-ce qu'il y a peut-être que tout le reste de l'histoire ne va pas ne va pas faire écho avec vous, mais est-ce que cette rage, cette colère incontrôlée peut venir parler de vous d'une certaine manière? Euh, on peut parler aussi de cet amant qui a été tué. Donc en fait, on vient parler du meurtre. Tu disais qu'il avait été pendu. Est-ce que la pendaison, le suicide par pendaison, par exemple, peut venir faire aussi écho à, à des parts de vous en souffrance, douloureuse? Il y a aussi tout ce qui va être l'aspect punition, parce que le mari fou de rage va punir sa femme sévèrement. Donc on est vraiment dans cette domination extrême, dans cette emprise, ce contrôle vraiment extrême, où il va l'enfermer. Et donc la symbolique de l'enfermement, il va être l'enfermement physique, mais aussi psychologique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une coupure avec le monde extérieur. C'est une prison, finalement, physique ou psychologique, hein. La prison, ça peut aussi faire écho aussi, hein, les peines de prison, les punitions par la prison. Et le contrôle extrême, la privation de liberté, peut-être même aussi des relations avec ce qu'on pourrait appeler un pervers narcissique, qui peut très bien être un homme ou une femme d'ailleurs. Euh, dans cette histoire, je ne sais pas si tu as la même version que moi, mais elle est enfermée dans une tour. Euh, dans ce que moi j'avais trouvé dans cette histoire, c'est qu'elle est enfermée dans une tour et que cette tour peut représenter comment dire, cette puissance masculine, c'est-à-dire que la tour, elle a plusieurs représentations. Mais dans cette histoire, ça pourrait être cette domination masculine parce que la tour, bah, physiquement, elle représente, elle a une forme phallique, ce qu'on va appeler une forme phallique. Donc ça peut représenter la domination masculine, le contrôle pardon, extrême. euh, dans cette histoire sur la victime. Et on parlait de 16 ans d'isolement, en fait, dans cette tour. Et donc, 16 ans, est-ce que c'est un âge qui peut vous parler? Tu vois, en fait, vraiment, il peut y avoir plein d'aspects dans les histoires qui peuvent venir faire écho à ce qu'il y a en nous. Des parts, plusieurs parts, ça peut vraiment être une seule chose. Est-ce que la période de 16 ans peut faire écho à quelque chose? Ensuite, Thérèse est décédée, elle est décédée seule. Est-ce que le décès dans la solitude peut faire écho à une part de votre histoire? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est parti seul? On va parler aussi de rejet parce que elle est emmurée déjà vivante, elle est emmurée, elle ne peut pas sortir. Mais en plus de ça, même après sa mort, elle est encore emmurée. Donc c'est vraiment une répression violente pour l'agresseur de ses émotions, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une rupture. Il a vraiment, ce mari a vraiment passé en fait un cap. On parle vraiment d'une rupture, d'une coupure avec les émotions. Ça aussi, ça peut faire écho. Voilà, soit avec une personne que vous avez connue, mais aussi avec une part de vous peut-être. Vous n'arrivez peut-être plus à vous connecter à certaines parts parce qu'elles sont qualifiées sombres. Tu vois, des fois, on essaye de pas se mettre en colère parce que c'est mal vu d'être en colère, mais finalement, la colère, c'est un sentiment euh, naturel, ça c'est une émotion naturelle, mais c'est justement quand elle est réprimée, coupée comme ça, qu'elle peut devenir vraiment incontrôlée et qu'elle peut se transformer en rage. Donc on voit aussi qu'il y a le thème aussi de cet emmurement après le décès. C'est encore une manière de punir Thérèse, c'est-à-dire que même dans l'au-delà, elle n'a pas de repos, elle n'a pas de sépulture. Et ça peut venir aussi faire le lien avec des personnes qui, voilà, quand il y a plus de traces de la personne, ça peut vraiment aussi faire écho à d'autres aspects où ça va être encore plus subtil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de lieu où on va pouvoir aller, comment dire, se recueillir, par exemple sa famille. Et puis, ça peut venir aussi faire écho à peut-être l'absence de quelqu'un où on n'a pas d'éléments, en fait. Peut-être, je parle ici, par exemple, une
quand on n'a pas d'éléments sur ses origines, si on n'a pas été élevé par nos parents biologiques, par exemple, c'est peut-être aussi une manière de dire, ben, je ne retrouve pas la trace en fait de ces personnes. Elles sont peut-être plus là, mais je ne retrouve pas la trace d'un parent ou je n'ai pas d'endroit en fait où me recueillir ou trouver des ressources en fait. Tu vois, il y a vraiment aussi cet aspect-là qui peut venir. Et puis, bah, évidemment, le mur, hein, tout ce qu'on connaît au mur, l'emmurement, eh bien, la structure de défense émotionnelle, dur comme la pierre, je suis face à un mur, je suis entre mes quatre murs, je suis seule comme dans mes quatre murs. Donc, ça soulève vraiment, vraiment plein d'aspects sur ça. Donc, ça peut être des personnes qui vont avoir une peur irrationnelle du rejet, qui peuvent avoir aussi, tu vois, une phobie pour les espaces clos, par exemple. Ils ne savent pas pourquoi. Mais peut-être qu'il y a eu des choses, des peines de prison. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été seuls, qui ont été isolés? L'isolement aussi, le rejet dans des familles. Quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, conforme dans les valeurs de la famille, donc elle est rejetée, elle est punie. Ça peut être aussi ça, même si c'est pas des formes aussi extrêmes que dans l'histoire de Thérèse de Saint-Clar, mais tu vois, ça peut faire écho à des choses comme ça. Ça peut être aussi des relations tendues avec des figures d'autorité, parce qu'avant, les hommes, c'était eux la figure d'autorité, même dans le couple. Tu vois, il n'y avait pas encore ce partage, cette équité. Eh bien, ça peut être aussi l'autorité, ça peut être les parents, ça peut être un conjoint, mais ça peut être aussi l'école, les professeurs, ça peut être la loi, ça peut être vraiment transposé sur plein, plein d'aspects. Donc voilà, tout ce qui va être secret de famille, de la méfiance aussi très forte dans le couple par rapport à la jalousie. Est-ce que dans votre histoire, il y a eu des choses comme ça avec des adultères et que du coup, maintenant, c'est très difficile, la confiance, la promesse, le mariage même aussi peut-être. Voilà, et c'est pas trop long, j'espère. Non, non, c'est passionnant. Non, je t'écoute vraiment, c'est super. J'en Ouais, apprends beaucoup et puis c'est pour ouais, répondre à ta question, oui, effectivement, c'était la tour alors la tour nord, je sais pas si du coup aussi l'orientation de la tour, ça peut. tour nord, ça peut aussi, oui, Ouais, jouer, ouais. avec les barreaux sur la fenêtre. Parce qu'en Et plus, la dans prison, ouais. ce supplice, la prison, voilà, tu parlais de prison, Mm. on est tout à fait dans ça donc non, non, moi je bois tes paroles. Ouais, tu vois, et puis Je ça vais me fait penser aussi, tu vois, ce que tu me dis, c'est que ils avaient pendu en fait l'amant devant la fenêtre où il y avait des barreaux. Donc ça peut aussi faire penser à une peine de prison, pardon, pour meurtre ou pour voilà, il peut y avoir plein plein de choses comme ça. Et je pensais aussi à la tombe où il n'y a pas de, enfin, il y a pas de tombe, il n'y a pas de sépulture pour se recueillir. Je pense aussi à toutes ces histoires de marins où on n'a jamais retrouvé des mmh corps et tout ça. Ça peut vraiment faire le lien avec des histoires comme ça. Ça peut aller vraiment ouais. jusque-là. Et puis là, on parle d'un château, donc si, si tu es OK, je voudrais te donner deux trois éléments. Pourquoi le château, Ouais, il est bien sûr. important dans cette histoire? Parce que le château, c'est une structure ancienne. On mettait beaucoup, beaucoup de temps, des années en fait, à construire un château et donc c'est un petit peu à l'image de notre construction psychique, c'est-à-dire que notre psychisme, il se construit au fur et à mesure des années, en fait. Voilà, on apprend notre environnement, on capte notre environnement et en fait, on se construit par, comment dire, par mimétisme finalement, on fait comme les autres ont fait et notamment au niveau de la famille. C'est pour ça que le transgénérationnel, il est tellement présent au niveau familial parce que justement, on capte tout, même il y a les discours qui vont être captés, mais aussi toute la manière de vivre, tous les non-dits, tout ce qui est non-verbal, les gestes, etc. Ça, en fait, ça conditionne notre construction psychique. Donc, à l'image du château, c'est vraiment ça. On dit souvent que la maison, c'est ça représente notre âme finalement, notre nous, notre psychisme. Et bien là, le château encore plus, parce que le château, il peut sembler robuste à l'extérieur, mais il peut avoir beaucoup, beaucoup de failles à l'intérieur, tu vois. Et il y a aussi beaucoup de secrets dans les châteaux, à l'image des chambres secrètes. Il peut y avoir des passages obscurs, il peut y avoir aussi ces pièces sombres et ces pièces lumineuses dans un château. Il y a les pièces lumineuses qui vont être mises en avant et il va y avoir en arrière-plan ces chambres un peu plus sombres. Et là, on va vraiment aller décortiquer dans les secrets de famille, etc. Mais le château, ça peut être aussi un refuge intérieur. Ça peut, encore une fois, pour faire le lien avec les émotions, ça peut aussi être un refuge intérieur quand il y a beaucoup de menaces, parce que les châteaux ont été construits pour ça, hein, au temps des guerres, comme tu me disais tout à l'heure, pour se protéger. Et donc, ça peut aussi être une protection intérieure. C'est un refuge à l'intérieur de soi. Et donc, ces histoires ben, de châteaux,
forcément, elles viennent nous parler de fantômes parce que qui dit château dit fantôme, encore une fois. Et donc les fantômes, ça représente au niveau, transgénérationnel, toutes ces blessures dans ces histoires. Parfois on pense bien faire en ne disant rien. Il y avait des sujets qui étaient tabous et cetera dans les comment dire? Avec nos ancêtres et pour autant, ça continue à vivre à l'intérieur de nos ancêtres et même si on n'en parlait pas, eh bien, on vivait en fonction de ces blessures. Tu vois ce que je veux dire? Et donc forcément, c'était transmis et c'est incarné avec des fantômes. Donc le château, il est vraiment, super intéressant parce qu'il va permettre une découverte de soi. En fait, quand on vient, explorer les nombreuses chambres et pièces d'un château, en fait, on vient explorer, notre nous, notre psychisme, en fait, hein, et on va pouvoir, bah, explorer maintenant des lieux qui ont été jusqu'alors cachés, oubliés et donc cette histoire, elle nous invite à aller explorer certains sujets qui nous titillent. Dans tout ce qu'on a dit, il y a peut-être des éléments, en fait, qui vont dire: «Ah oui, ça oui. Ah oui, ça oui. Ça non, mais oui, ça» et donc ces éléments-là, c'est une exploration de notre château intérieur et quand on se confronte à notre part sombre, en fait, à ces fantômes et bien, ça permet une évolution énorme. Ces histoires servent de clé d'évolution, sont des tremplins finalement et donc un château, c'est un outil, une représentation symbolique qui nous invite à comprendre comment on fonctionne et quand on intègre toutes les parties du château qui peuvent être nombreuses et plus ou moins lumineuses, eh bien on devient, vraiment soi-même, tu vois? C'est ça que je voulais ajouter, pour finir avec l'histoire de Thérèse. Ouais. Mais justement, alors déjà, je me rends compte que j'ai pas montré aussi j'ai une petite photo du château depuis Marseille Ah! si Mais tu veux, oui! Super. et Ouais. aussi alors le château, c'est vrai qu'on le reconstruit. Tu sais, donc il y a ce côté aussi, Oui. tu le vois le château? On Ouais, va ouais, je le vois. reconstruire, on va le rendre plus lumineux. Au départ, c'est le château qui est pour défendre et Oui, quand on se l'approprie et ben, on va le modifier, on va le transformer, on va laisser sa griffe, parfois ses initiales aussi. On va le oui, rendre plus chaleureux, mais il y a toujours ce côté, bah, en fonction des salles, il y a ces escaliers où il y a le danger aussi. Donc c'est vrai qu'un château peut évoquer énormément de mystère. C'est notre maison finalement, donc notre maison, c'est nous. C'est, comment on se sent à l'intérieur de nous et c'est vrai tout que à quand on fait. pense au château, moyenâgeux, il y a ce côté très défensif, mais quand on pense au château, bah, je prends un exemple typique, Versailles, il y a le côté Oui. faste et ça montre l'ego du roi qui vivait à l'intérieur donc bon, je m'égare un petit peu, mais c'est vrai que ça Non, m'a fait non, mais ouais, penser ça à fait un ça, lien. Ouais, ouais, aux complètement. différentes étapes de reconstruction et de voilà, on le détruit, on le transforme, parfois on ajoute parce qu'on veut garder la mémoire de nos ancêtres et puis Oui, oui. parfois on choisit de tout raser pour reconstruire. C'est très beau, c'est une manière de Voilà, mais en tout cas, s'approprier son histoire, c'est ça? On se l'approprie, on le transforme, on modifie, on garde l'essence, on garde ce qu'on a envie de garder dans ce château, abîmé. Mais par contre, voilà, on le transforme, on l'harmonise comme on va harmoniser notre psychisme. Voilà, on va trouver une place plus harmonieuse à des éléments, qui sont, au départ, douloureux. Donc, tout à fait, c'est très beau. Merci Cindy. juste une dernière petite chose, on peut même mettre les initiales de sa maîtresse, parce que je repense au château Oui, Marienoux, c'était un château aussi et il y a donc Diane de Poitiers, les initiales de la reine et de la maîtresse. On peut aussi montrer sa petite histoire personnelle et ses histoires d'amour, les secrets, les gossips donc voilà, je voulais rajouter une petite, petite c'est histoire, super. Est-ce mais qu'on passe, merci, merci en tout cas, c'est ouais, oui, non, oui, vas-y, oui, parce dis-moi, que dis-moi. sinon je risque de m'égarer. Non, non, mais bon, on va passer à l'autre histoire parce que Ouais, je pourrais m'égarer sur le château facilement. t'inquiète pas, Alors, puis il on y a va toujours un passer petit maintenant décalage. Est-ce que tu enlèves le ah, partage mais je te jure d'écran du coup? Ouais, oui, je vais t'enlever tout ça. Alors, je vais juste voilà, voilà. Alors maintenant, avant de parler vraiment des autostoppeuses, je vous parlais tout à l'heure du carrefour, des sanctuaires. Alors d'ailleurs, petite chose, faut savoir que à chaque sanctuaire païen, on a construit souvent des églises, des cathédrales. Donc les oui, apparitions mariales, on pourrait aussi rajouter Bernadette Soubirous. tout à Hein, fait. l'histoire, c'est à la base, avant, il y avait déjà un sanctuaire païen, là où elle a eu les apparitions, les 18, si je me souviens bien, apparitions mariales. Mais la dame blanche, on peut aussi rattacher à ça. Mais peut-être que tu vas l'évoquer, plus tard, donc je le laisse de côté. Et donc alors notre deuxième histoire, c'est par rapport à un pont. On a beaucoup parlé de pont justement, c'est, la dame blanche du pont de Coudray. Alors il y a des histoires, parfois on a plus de détails, il y en a où on va un petit peu romancer. Et moi je l'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle traduit, j'ai lu un livre,
récemment sur les dames blancs justement et tu peux vraiment mais trouver, tout et son contraire. Et donc cette histoire, elle m'a beaucoup émue parce que c'est l'histoire ça se passe au Moyen Âge. C'est une jeune femme en fait qui est amoureuse d'un chevalier et on pense qu'elle n'a pas pu se marier. Alors pour cause de drames familiaux, peut-être que les 2 familles étaient ennemies ou alors il y avait aussi peut-être un problème de classe sociale aussi qui est venu Ouais, jouer dans cette affaire et comme les mariages sont des mariages de convenance, elle va choisir avec sa belle robe blanche de se jeter du haut d'un pont, donc le pont de Coudray. Alors Coudray, je précise, c'est du côté, du Calvados, hein, donc qui traverse l'Orne, ce pont. Alors le pont qu'on a aujourd'hui, il a été reconstruit après-guerre, hein, comme beaucoup de ponts, dans la région. Normandie, oui, oui, Mais en Normandie, oui, c'est vraiment, voilà, c'est très monnaie courante, hein, que les Alliés aient détruit pour éviter la progression des Allemands. Mais donc ce pont, c'est très souvent le lieu d'apparition spectrale. On va avoir donc en plein milieu du pont, une jeune femme, voilà, qui arrête soit les voitures ou alors les piétons. Et donc, alors, au niveau des témoignages, j'ai vu par exemple des automobilistes qui l'ont vue monter et donc ils la voyaient donc, au milieu du pont, donc leur faisant signe de s'arrêter et elle monte dans le véhicule et disparaît sans laisser de traces après quelques instants. Donc on peut avoir des phénomènes d'évaporation si tu veux. Et oui, puis on a aussi des sensations de froid intense qu'on retrouve quand elle monte dans le véhicule. Il y a l'impression qu'on se sent mélancolique. On se sent vraiment, dans l'incapacité de parler. Elle peut être associée à des bruits étranges aussi, des sentiments de malaise, inexplicables. Et on a aussi eu des accidents mystérieux, hein, au niveau de ce pont. Donc, on pense aussi qu'elle pourrait être la cause de tous ces drames. Mais en tout cas, voilà, c'est une histoire un petit peu plus romanesque, mais je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est encore, on parle c'est toujours sur fond d'amour, mais cette fois-ci, il n'y a pas de crime, c'est le suicide qui est mis à l'honneur. tout à fait. Alors, je ne sais pas si du coup, tu as, Et quelque oui, chose à ajouter là encore, sur il y a cette histoire? beaucoup, beaucoup de choses à dire. Encore une fois, une jeune femme qui peut représenter l'enfance, la jeune femme, voilà, c'est cette jeune femme est encore une fois, présente ici. On va parler du Moyen Âge, donc ça pourrait nous ramener à tout ce qui peut être, vie rurale, la campagne, l'enfance quand on a grandi, par exemple, à la campagne. Le Moyen Âge, c'était aussi tout à l'heure, mais vraiment l'histoire de Thérèse de Saint-Clar est plus particulière. Mais là, comme on est sur les routes de campagne, voilà, ça peut faire écho à cette vie rurale, peut-être à cette enfance que l'on aurait connue ou la vie de nos aïeux, hein, tu vois. Avec ça, ça peut faire un lien. Elle était amoureuse, donc elle était amoureuse d'un chevalier. Donc, comme on parle d'une jeune femme, ça pourrait être aussi un lien avec notre histoire, notre premier amour. Ça pourrait être aussi le premier chagrin d'amour. Ça pourrait aussi incarner un amour qui n'a pas été possible avec quelqu'un qu'on pourrait considérer de fort, de puissant, parce qu'elle était amoureuse d'un chevalier. Donc c'est finalement le chevalier, il incarne l'idéal. euh, de l'amour, de la fidélité, etc. Tu vois, donc ça pourrait être un lien avec ses chagrins. Tu parlais aussi beaucoup de mélancolie, de nostalgie, etc. Donc ça pourrait faire ce lien-là en tant que jeune fille, jeune femme ou jeune homme, d'avoir eu un premier amour et voilà, d'avoir ce chagrin, cette mélancolie face à cette histoire de jeunesse finalement. Et on voit que c'est un amour qui, dans cette histoire, a été interdit parce qu'il y avait des différences ou des conflits familiaux ou sociaux. Et donc, on peut voir qu'il y a un empêchement, que ça peut être transposé aujourd'hui avec des différences qui pourraient être religieuses, sociales, ethniques, voilà, avec des interdictions, etc. Donc ça, c'est encore un sujet qui est actuel, ou dans des couples qu'on pourrait qualifier de mixtes, en fait, ça pourrait encore poser problème dans certaines familles qui n'accepteraient pas ces entre guillemets, ces différences, par rapport à ce qu'elles attendent, ces projections, ces représentations, mises sur leurs enfants, tu vois? Hem, on vient parler forcément du suicide, donc inévitablement du désespoir, donc ça peut faire un lien avec des états que l'on peut vivre de dépression, de burn-out, tu vois? En fait, toutes ces
tous ces aspects, voilà, au niveau émotionnel, on est complètement au fond ça peut être aussi un lien avec le suicide si malheureusement on a connu cette douleur en fait dans nos familles, dans notre vie ou dans le couple également. Donc, on est aussi dans forcément, on est dans cette impossibilité de vivre cet amour. Donc, ça vient aussi nous parler de frustration, de séparation émotionnelle. Ça vient nous parler bah, forcément de divorce d'une certaine manière aussi pour des différences, voilà, des séparations, parce que l'amour est interdit. Donc, s'il y a une pression familiale ou sociale, l'amour est interdit. Donc, il y a cette frustration, cette douleur, ce deuil qui ne peut pas être fait dans une relation à l'image de cette jeune fille qui se jette de désespoir parce qu'elle ne peut pas vivre cet amour. Elle se jette du pont, donc elle se jette dans une rivière, et donc la rivière va symboliser ici bah, l'état émotionnel. Quand on parle d'eau en symbolisme, ça vient nous parler des émotions. Et donc, comme c'est dans une rivière, c'est une eau qui est tumultueuse, donc on vient vraiment parler des émotions tumultueuses, des émotions qui nous submergent, de quelque chose qui est en mouvement et qui est très, très lourd, très difficile. Ce serait dans un lac, par exemple, ça serait complètement différent parce qu'un lac, c'est plus calme, c'est plus paisible, ça viendrait soulever d'autres choses. Là, dans une rivière, on parle de tumulte finalement. Et donc, elle est en robe blanche. Donc, on vient encore parler de la robe de mariée. Est-ce que ça parle, le mariage? Un mariage qui est stoppé au dernier moment? Est-ce que c'est un mariage voulu qui n'est pas accepté? Ou est-ce que justement, c'est un mariage qui est attendu dans certaines conditions familiales ou religieuses ou culturelles et qui n'est pas souhaité en fait par le couple, par exemple? Ça peut vraiment soulever plein, plein de choses. Et puis encore une fois, l'amour de jeunesse. Voilà, donc en fait, c'est une femme qui se tient au milieu du pont, qui peut euh, faire signe de s'arrêter ou faire très peur. Et donc, le terme de faire signe de s'arrêter, moi, il me parle beaucoup parce que faire signe de s'arrêter au niveau symbolique, c'est quand même fort. C'est-à-dire qu'on est peut-être dans un tumulte, comme dans la rivière émotionnelle, et que peut-être cette histoire vient nous faire signe que là, stop, il faut ralentir, il faut s'arrêter, parce qu'il y a peut-être des choses à comprendre en fait dans notre histoire, dans notre vie, et que on parlait de la dépression, du burn-out, etc. Peut-être qu'elle nous fait aussi signe d'une certaine manière, cette dame blanche, pour voilà, nous stopper aussi. Il y a peut-être des choses à aller chercher à l'intérieur de soi et qu'il faut peut-être un petit peu s'arrêter parce qu'au niveau émotionnel, voilà, il y a le trop plein. Et donc, Coupe est pleine. la coupe est pleine, exactement. Donc, ces difficultés vont peut-être amener de la méfiance dans les relations amoureuses ou familiales, des difficultés à établir des relations de confiance, être vraiment soi. Euh, on parle aussi d'autonomie parce que finalement, si on doit se plier à des règles de tout, qui viennent de plusieurs aspects, que ce soit familial, social, culturel, religieux, etc., on vient se plier. Et donc, à quel moment on est autonome? Est-ce que l'autonomie dans notre vie, même si ça se transpose sur autre chose, voilà, avec l'autorité parentale, par exemple, ou avec l'autorité dans le couple, etc. À quel moment on est autonome? Est-ce qu'on vit l'autonomie aussi avec nos propres enfants? Est-ce qu'on est parent et que là, on a nos valeurs et nos projections, ce qu'on avait voulu pour nos enfants, et que là, on se trouve, ben, en fait, voilà, sur le bord de la route et qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'on doit lâcher maintenant au niveau émotionnel par rapport à nos enfants? Voilà, il va y avoir aussi tout ce qui va être pression, pression même au niveau du travail, tout ce qui va être pression sociale, etc. Ça peut faire ce lien-là. Et donc, le symbole qui est puissant ici, comme tout à l'heure le château, là, ça va être le pont. Le pont, il a une symbolique extraordinaire, c'est-à-dire que ça symbolise tout ce qui va être transition dans nos vies, les passages de deux mondes à un autre, d'une rive à une autre. Donc, ça peut être aussi, ça peut être marquer un lien entre des différences. Donc là, on revient encore sur ce sujet-là. Mais ça peut être aussi bah, l'union, encore une fois, dans l'aspect plus positif. Au lieu de séparer les opposés, on vient les lier. Donc c'est l'union des opposés. Et aussi à l'intérieur de nous, ça va être l'inconscient, le subconscient, l'ombre, la lumière, ce que l'on considère comme bien ou mal. Ça nous parle aussi de structure intérieure, c'est-à-dire que le pont, il n'a pas la même symbolique que le château, mais c'est quand même une structure qui est quand même assez formidable. Le pont, c'est l'homme qui a construit ça aussi, c'est quand même une technologie incroyable, c'est-à-dire que ça vient poser une structure sur notre monde émotionnel, puisque ça passe sur l'eau, ça passe sur le monde de nos émotions, sur nos émotions, et donc on va pouvoir traverser grâce à ce pont ce tumulte émotionnel, tu vois. Euh,
Et puis, on va parler aussi de cette connexion entre les générations. Le pont, il fait le lien aussi symboliquement avec l'histoire de nos ancêtres, avec l'histoire bah, de notre pays, de notre voilà, de notre groupe d'amis. Voilà, c'est vraiment ce pont, il fait le lien entre les personnes aussi, tu vois. Donc la symbolique du pont, elle est forte, mais j'ai même envie de dire que le pont il va plus loin parce que tu sais que je suis spécialisée dans le décryptage des objets, des photos, des Oui. rêves, etc. Et donc pour moi, un objet, une photo, une chanson, un plat, tout ce qui nous attire finalement fait le pont entre nous et quelque chose, un souvenir, une personne, une situation, etc. Donc le pont, Mmh. il a vraiment une symbolique très très forte. Cette histoire, elle est vraiment très belle. Elle est tragique, mais c'est très beau parce que ça nous amène à une possibilité, en fait, de pouvoir venir nous connecter à l'autre et de pouvoir traverser des difficultés pour justement unir des parts en nous et s'unir aux autres aussi pour redevenir un tous ensemble et redevenir un aussi à l'intérieur. Donc encore une fois, on est vraiment dans cette invitation à travers cette histoire de Dame Blanche vers l'évolution. C'est encore une fois une clé d'évolution, tu vois? Waouh! Bah, écoute, oui, effectivement, cette phrase était magnifique, être, dans l'unité finalement. Mmh. Réconcilier parce que les autres, c'est aussi nous. Notre environnement, c'est une partie de nous et bah, c'est bon, j'ai plein de choses à dire, mais je vais me recentrer sur la dernière histoire, Bah, sinon je vais tu peux, partir dans tous vas-y, les si tu as sens. des choses, non, 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 hésite mais pas, c'est vrai que ce hein. côté pont, voilà, reconstruction et on va il y a encore cette histoire de pont qu'on va rebâtir aussi. On veut une transition, on veut se redonner une nouvelle chance et donc cette jeune fille qui saute du pont en ne voulant pas évoluer aussi. Je pensais à cette Oui, histoire de pas vouloir rester dans le passé, s'accrocher aux souvenirs et ne tout pas à aller dans fait. cette transition de femme. Mais merci en tout cas pour, Bah, merci à d'avoir toi, mais redonné ouais, vie et là ça maintenant on nous va prendre la connecte. route. On va prendre la route. Tu vois, il y a une belle évolution aussi dans nos exemples. On part du château, Oui. traverse un pont, donc c'est notre nous intérieur qui va traverser les émotions pour arriver sur la route et là, il y a plein de symboliques encore, donc vas-y, on Et la t'écoute. liberté et le Ouais choix de et prendre le choix, différentes, tout à fait. alors là, on va rester dans le Calvados, du côté de Oui, Balleroy et donc en fait, on va parler alors juste un petit point d'ailleurs pour, sur les, comment les dames blanches automobilistes. Parce qu'il faut savoir qu'avant, on n'avait pas de voiture, donc forcément, il y avait pas de dames blanches auto-stoppeuses. oui, Mais on a quand même des histoires. Alors, j'ai découvert une histoire au XVIIIe siècle. C'était en 1723, si je me trompe pas. Oui, c'était ça. Alors, en fait, c'est du côté de la Vendée et en fait, un d'accord. homme qui était donc, enfin, il y avait beaucoup d'histoires de, pardon, il y avait beaucoup d'histoires de cavaliers qui, se retrouvaient au croisement d'une route et qui trouvaient donc des dames blanches en Europe de l'Est notamment, mais en France aussi, on a eu, un homme alors qui, était dans son espèce de carrosse et qui avait donc, découvert donc la présence d'une dame blanche. Alors cette histoire, on va la retrouver aussi au tout début de l'histoire de la voiture. Oui, Donc c'était en 1800, 1805, non, pardon, petit trou de mémoire, c'était bon, au tout début du XXe siècle, au tout début de l'histoire de la voiture, je veux dire, donc du XXe siècle, c'était 1907, pardon. Et en fait, donc cet homme, il a vu apparaître juste à côté de lui une dame blanche. Et là, bah, tu bien que, bah, tu es un petit peu, voilà, tu te sens pas forcément très à l'aise. Il non. a eu peur et là, il a commencé donc à crier, à essayer de la pousser et elle s'est évaporée. Oui, Donc les dames blanches, en fait, on va en avoir avec l'histoire de la voiture, en fait, on va en retrouver ad vitam aeternam. Et donc les dames blanches, elles peuvent aussi être messagères, mais elles peuvent aussi, beh, être rattachées à l'endroit de leur mort. Et donc les dames blanches, alors l'histoire que je vais te raconter, pardon, je vais boire un petit coup d'eau parce que j'ai un petit chat dans la gorge. t'en prie. Alors, donc en fait, les dames blanches donc qui sont associées, donc qui arrêtent sur la route, c'est aussi pour signaler leur mort. Elles sont rattachées à l'endroit donc de l'accident, très souvent des accidents qu'on a donc, un peu partout en France et donc au carrefour de Balérois qui est réputé, hein, très dangereux. Donc en 1960, donc on a une jeune fille qui va se tuer, donc elle va être, comment? Du côté donc de Balleroy
Elle était très jeune, elle avait, moins de 20 ans, hein, à peu près et donc elle voulait être ramenée chez sa mère. Donc elle avait arrêté donc un automobiliste pour pouvoir rentrer chez elle et malheureusement, il y a donc un chauffard qui va griller une priorité et qui va donc, plafonner la voiture. Donc elle va mourir sur le coup. Et donc, on dit que cette dame blanche, depuis, donc cette jeune fille, elle réapparaît assez régulièrement sur le rebord de l'autoroute. Donc les dames blanches, souvent, elles sont sur le côté, voire parfois au milieu de la route. Et donc on l'a découvert, par exemple, on l'a pris en charge, cette dame blanche. Donc, elle se manifeste toujours, lors de nuits pluvieuses, aussi, lors de pleine lune aussi, j'ai lu, parce que la pleine lune, ce tu l'as très bien mentionné tout à l'heure, donc elle est vêtue de blanc. Elle demande à être déposée du côté donc du hameau près du carrefour, donc pas très loin donc de Balérois où vit sa mère et elle commence à devenir angoissée, quand elle arrive à l'approche de ce carrefour, de cet embranchement, et quand on le passe, elle disparaît. Donc OK. voilà, il y a toujours cette répétition. Elle est stressée. Alors il y a certaines dames blanches qui crient aussi, qui, Oui, commencent à vraiment à devenir très nerveuses et qui vont pousser un hurlement, ce qui peut provoquer d'ailleurs l'accident de certains automobilistes et ces derniers temps, notamment, on a eu 2 automobilistes qui ont donc, allumé leurs phares en pleine nuit et qui l'ont trouvée en plein milieu de la route, qui a fait signe donc de s'arrêter et donc, quand ils ouvrent la portière, elle disparaît. Donc d'accord. peut-être qu'elle commence à intensifier son appel, peut-être qu'elle essaye justement elle ne se sent pas, entendue, elle ne se sent pas comprise. Elle aimerait passer de l'autre côté aussi. Il y a cette histoire de faire passer les âmes de l'autre côté. Donc peut-être qu'elle est rattachée à son comment, son lieu de où elle a perdu la vie, voilà. Et on a des variantes d'histoires de dames blanches autostoppeuses à l'étranger. Alors, on a l'histoire de Resurrection Mary, par exemple. Oui, Donc c'est, Resurrection, c'est un cimetière donc aux États-Unis et donc la jeune femme donc qui a été tuée se demande souvent à être déposée, du côté du cimetière. On a aussi des histoires de dames blanches qui vont, laisser quelque chose dans la voiture et elle demande à être déposée donc elle donne une adresse précise et je pense à cet homme du côté de l'Isère, donc c'était donc un médecin et il discute avec cette jeune fille, il la dépose, donc il pleut, donc lui demande donc il lui prête son parapluie, il lui demande de lui rendre. Elle rentre chez elle, 10 minutes plus tard, il frappe à la porte et là, c'est une femme qui lui ouvre et qui lui dit que sa fille est morte quelques années auparavant et là, il tombe nez à nez sur l'image de la jeune femme et parfois en allant sur la comment, la tombe en question, on peut retrouver l'objet. oui. Donc voilà, il y a plein d'histoires d'autostoppeuses comme ça, mais cette histoire du carrefour de Balérois illustre parfaitement ce qu'on peut retrouver un peu partout en France. Tout à fait, avec des Voilà. histoires, quand même assez, effrayantes. La fameuse histoire aussi, qu'on peut se raconter, quand on est jeune, qu'on rentre de boîte de nuit, qu'on se dit: «Ouh là là, sur la route du retour, on risque de tomber sur elle». Même encore maintenant, cette Oui, histoire, elle est transmise encore, elle voyage encore, c'est une histoire qui, à la fois qui fascine, mais qui effraie beaucoup encore, hein. à la Basse-les-Flots notamment, il y avait cette histoire aussi de, l'autostoppeuse, où on a eu aussi des reports auprès de la police, où plusieurs Oui, personnes ont été témoins des mêmes scènes et les policiers prennent ces témoignages avec sérieux, hein. Donc heu, donc oui, depuis le début alors je disais donc 1900 tout à l'heure, j'ai retrouvé l'histoire que j'ai reperdue. Donc c'était 1723 pour la première histoire donc de cavaliers qui 1723, oui, tu croisent vois? donc des dames blanches et donc donc près de Chais, donc c'est près de la Vendée, donc on a cette dame blanche en 1908 qui prend place du côté du siège passager. Voilà. Je me suis emmêlé les pinceaux tout à l'heure. Mais donc à partir du moment où on a commencé à avoir des voitures, on a commencé à avoir des dames blanches et avant on avait dans les fiacres, les hippomobiles, enfin les comment? Les calèches, on avait aussi des histoires de dames blanches. Oui, Seulement, bah, les reports étaient différents. La presse était différente. On n'avait pas ouais, la même ouais, ouais. façon de témoigner. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est une histoire encore une fois qui est absolument fascinante. C'est peut-être même l'histoire qui se rapprocherait, le plus de ces légendes, entre guillemets «urbaines» qui sont, les plus connues, tu vois? Un peu c'est vrai que les histoires dans les châteaux et cetera, c'est connu,
par certaines personnes qui vont vraiment creuser et tout ça, mais l'histoire la Mmh. plus commune, je dirais, j'ai l'impression plutôt que ça tendrait vers cette histoire de Dame Blanche de Balérois. Euh, pour creuser un petit peu, effectivement, encore une fois, c'est encore la jeune femme, donc l'enfance, l'innocence. La date de 1960, elle peut aussi être significative. Les dates, moi j'adore les dates. Et Oui, donc, moi aussi j'aime bien. c'est une date qui ressort en fait dans cette histoire. Est-ce que 1960, ça peut vous parler? Est-ce que c'est votre année de naissance? Est-ce que c'est l'année de naissance de vos parents? Qu'est-ce qui s'est passé en 1960 pour vous dans votre histoire familiale, tu vois? Il y a vraiment, ça peut être un bel indice. On parle aussi eh bien, d'une victime d'accident. Donc, des accidents, on peut amener ça au sens large, mais là, on est vraiment dans l'accident de la route malheureusement, qui touche encore énormément de personnes. On est aussi dans, forcément, qui dit accident de la route, forcément, on va aussi pouvoir creuser aussi dans ce qui se passe au niveau procès victime, parce qu'on est victime d'un accident, donc procès victime avec la personne qui a accidenté l'autre personne. Donc, il y a aussi cette notion de procès. Est-ce que le procès avec une victime, est-ce que ça vient vous parler parce qu'il y a eu un accident? C'est un accident évidemment qui est tragique, donc on vient aussi soulever tout ce qui va être mort brutale, des morts soudaines et violentes. Qu'est-ce que ça vient soulever dans votre histoire ou dans votre histoire familiale? Et donc on va parler du croisement et du carrefour un petit peu plus tard, mais on voit aussi que cette dame blanche en fait fait signe de s'arrêter ou de ralentir. Donc aussi c'est aussi une alerte encore une fois du soi supérieur, peut-être une alerte intérieure et qui pourrait très bien aussi faire un... Si on a des choix à faire, on va parler du croisement et de la route, on l'a évoqué, tu l'as évoqué tout à l'heure, où on est vraiment dans cette question de choix, parce que quand on est à un croisement, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Il y a peut-être aussi cette guidance intérieure de ce qu'on pourrait appeler le soi supérieur, mais qu'on pourrait appeler l'âme, qu'on pourrait appeler avec des degrés supérieurs les guides, les défunts également, des connexions avec nos défunts peut-être de s'arrêter pour réfléchir, de ralentir pour s'observer et savoir vraiment quel est le choix qui nous correspond le mieux d'une certaine manière. Et évidemment, on va aussi parler dans cette histoire de tout ce qui va être la peur, la frayeur, les peurs. Euh, qui va pouvoir se transposer sur plein de choses. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur l'autostop, parce que l'autostop, il y a aussi une symbolique forte là-dessus, c'est que quand on fait de l'autostop, quand on prend quelqu'un aussi dans sa voiture qui fait du stop, c'est une ouverture finalement, inconsciemment, à l'autre, à l'inconnu. Et c'est aussi une manière de symboliser aussi la prise de risque, parce qu'on sait jamais sur qui on va tomber aussi bien à la personne qui vous prend en voiture, mais aussi bien à la personne qui monte avec vous en voiture. Donc il y a aussi c'est tout ce qui va être peur, frayeur, angoisse qui va pouvoir remonter, mais aussi par rapport à la prise de risque dans la vie au sens large. C'est aussi, dans le côté positif, l'ouverture, la rencontre vraiment avec l'autre, quand vraiment on va aller se tourner sur la découverte de l'inconnu, la découverte de l'autre, quand on est vraiment dans cette comment dire, quand on a cette faculté de pouvoir s'ouvrir pardon, facilement à l'autre. Euh, et donc, on parle aussi de tout ce qui va être l'impact des accidents de voiture. En fait, les familles qui vont être touchées par des traumas comme ça peuvent ressentir une peur de voyager. Tu vois, même si ça s'est passé dans leur histoire plus loin dans leur lignée familiale, ou que ça a pu les toucher pendant leur enfance, parce que c'est aussi une histoire qui a pu, par exemple, les marquer pendant leur enfance. Même si c'est pas lié directement à la famille, ça peut être, je ne sais pas moi, par exemple, l'ami d'enfance à l'école qui est dévasté par cette histoire parce que le papa, par exemple, ou la maman est décédé d'une mort violente, tragique, dans un accident. Et en fait, quand on est enfant, on se construit évidemment de notre premier lieu en général, c'est notre premier lieu, c'est la famille, mais aussi on va à l'école. Et donc, quand on est enfant, on est aussi imprégné par l'attitude des professeurs vis-à-vis de nous, les copains-copines, etc. Donc c'est aussi peut-être une histoire qui nous a marqué quand on était enfant, mais qui n'est pas forcément liée directement à notre histoire familiale, mais que l'on a intégré en fait dans notre inconscient. Mmh. Donc ça peut être une anxiété constante en fait par rapport à la sécurité routière, le fait de partir en vacances, de faire de la route, de voyager. Euh, c'est aussi une sensibilité accrue face aux pertes et au deuil en fait quand j'entends aussi par le deuil forcément de personnes qui partent de l'autre côté, mais ça peut être aussi des deuils de relations,
d'amitié qui s'arrête, et cetera. Vraiment dans cette question de deuil difficile, parce que quand il y a un arrêt brutal d'une relation, comme aussi violent que cette mort violente dans cette histoire, qui est illustrée dans cette histoire, quand il y a un arrêt brutal d'une relation avec quelqu'un, ça peut vraiment être vécu comme un deuil également, et ça peut être très difficile à surmonter. Et puis, il va y avoir toute cette dimension comment dire, au niveau des non-dits par rapport aux émotions, etc. Quand il y a un accident, est-ce qu'on connaît le responsable? Est-ce qu'on tient pour responsable une personne pour un accident de parcours dans la vie, pas forcément un accident de voiture, mais un accident de parcours, je sais pas moi, professionnel, etc. Est-ce qu'on tient quelqu'un pour responsable? Est-ce qu'on a l'impression d'être victime d'une injustice? Euh, Tout à l'heure, tu évoquais aussi dans cette histoire que c'était un refus de priorité. Est-ce que dans notre vie, on nous a refusé une certaine priorité? Est-ce qu'au niveau familial ou dans notre fratrie, par exemple, est-ce que on considère, par exemple, que si on était l'aîné, par exemple, eh bien, on aurait dû être prioritaire, ou si on était le dernier, on aurait dû être prioritaire au niveau des sentiments, eh bien, qu'on nous a refusé cette priorité? Ou au travail, voilà, avec une concurrence, avec des collègues. Ça peut être aussi, euh, comment dire, ça peut être aussi des éléments de blessures par rapport à des mémoires, voilà, des mémoires de l'enfance, mais qui peuvent se transposer sur d'autres choses. Et ça peut être aussi bah, des blessures physiques. Est-ce que, qui dit accident, voilà, des fois, évidemment, quand il y a un accident, il y a des décès, mais des fois, il y a aussi des blessures graves. Et les blessures graves peuvent être psychiques et elles peuvent être physiques. Est-ce que la blessure physique peut venir vous parler de votre histoire? Est-ce que vous avez été accidenté et que du coup, ou est-ce que vous avez eu un accident? Ça peut se transposer sur d'autres choses, moins tragiques, mais le sport ou des choses comme ça qui vont venir vraiment faire le deuil. Par exemple, je ne sais pas, un sportif qui va avoir un accident, qui va se blesser, il va devoir faire le deuil en fait d'une carrière, par exemple. Et du coup, il y a quelqu'un qui lui prend la priorité. C'est souvent ça. Il y a quelqu'un qui prend sa place parce que du coup, la personne ne peut pas continuer. C'est un exemple, mais ça peut être transposé sur d'autres choses. Et petit à petit, en fait, on va intégrer que bah, le carrefour, le lieu, l'endroit, hein, qui est symboliquement important, va nous parler de cette intersection, de ces chemins qui s'offrent à nous et de ce choix que l'on va devoir ou pouvoir faire. Et donc, souvent, ce carrefour vient parler de décisions cruciales dans notre vie. C'est souvent, elles sont très difficiles à prendre parce que on mesure souvent ou pas, mais les conséquences qu'il va y avoir en faisant ces choix. Il peut y avoir des peurs de faire les mauvais choix ou de répéter des erreurs, des accidents, entre guillemets, du passé, sachant que ces changements peuvent être des opportunités d'évolution, mais ça peut être aussi, malheureusement, des choix qu'on va faire inconsciemment qui vont nous remettre dans un schéma de répétition. Euh, les personnes peuvent avoir des peurs inexplicables ou se sentir paralysées par rapport à des choix. Il y a des choix, par exemple, dans nos lignées qui ont été faits, qui vont être de prime abord le choix à faire, mais qui va laisser des traces. Donc, par exemple, je pense aux migrations forcées, tu sais, dans les histoires familiales. Par exemple, c'est des parents ou des grands-parents qui ont fait un choix difficile pour sauver leur vie. En fait, ils vont devoir partir, mais ils vont forcément plonger en fait dans l'exil, la perte, cette sensation de perte. On fait ce choix parce qu'on doit sauver notre vie, mais on est dans cette perte. Et donc, quelque chose qui peut encore être présent en fait chez les descendants, où on est dans l'insécurité. Quand on doit faire des choix importants dans nos vies, ben, on se sent vraiment très mal à l'aise. Ça nous paraît, il y a vraiment une séparation intérieure en fait quand on doit faire ces choix-là. Et enfin, on comprend pas pourquoi on est paralysé, pourquoi on n'arrive pas à faire des choix. Et donc, plus on va intégrer nos peurs, quand on va comprendre qu'elles sont pas seulement les nôtres, quand on va creuser un peu notre histoire, qu'on va comprendre que ces choix qui ont été faits et les conséquences ne sont pas uniquement de notre fait, en fait, hein, c'est aussi par rapport à l'histoire de nos ancêtres, eh ben, on va pouvoir petit à petit eh bien, reconnaître, enfin, transformer ça. C'est-à-dire que au lieu de voir ce choix qui a laissé de la perte et de la douleur, on va pouvoir aussi reconnaître le courage, par exemple, de ces grands-parents qui ont quitté leur pays et donc se servir de ces ressources, de ce courage et cette résilience qui a été transmise pour justement créer une nouvelle opportunité pour guérir. Et encore une fois, c'est encore une clé d'évolution. Donc le carrefour, le choix peut faire très peur parce qu'il peut faire
écho à des anciens choix qui ont pu laisser des traces, douloureuses. Mais finalement, ces choix qui s'offrent à nous dans notre vie actuelle peuvent aussi nous faire des pas de géant dans cette paix, dans cette quête, intérieure vers l'harmonie, en fait, tu vois? Vers l'harmonie et la paix. Et donc quand on en fait, le ce carrefour vient et nous confronte à notre part d'ombre, en fait, à tous ces parts sombres en nous, mais une fois qu'on a réussi à explorer dans un premier temps et dépasser, ben, on devient aligné avec nous-mêmes, tu vois? Donc il y a vraiment cette évolution, encore une fois, comme dans les autres exemples, de guérison, tu vois? Donc ces histoires de Blanche Blanche, pour moi, elles sont passionnantes et encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, pour moi, cette femme n'est pas comprise parce qu'on ne s'est pas encore complètement compris nous-mêmes. Donc si elle nous a Ouais, attirés, c'est qu'il y a des choses à aller creuser en nous, tu vois? ouais. Oh que oui. Et on a toujours pas mal de choses à creuser. Je pense que Ouais, c'est l'histoire de toute une vie, hein. tout à fait. Hein, on creuse et on creuse et on creuse, mais en tout cas, c'est vraiment passionnant et merci parce que tu m'as permis de voir en fait le mythe de la dame blanche, mais sous un autre aspect, un aspect beaucoup plus, on va dire, psychologique. Et moi, tu sais, au grand combien j'adore, l'aspect aller fouiller un peu Oui, oui. dans l'âme des personnages historiques, Marie-Antoinette, tout ça, tout ça. Ah bah, Mais là, oui. c'était très intéressant de le voir sous l'aspect d'un mythe. Donc, merci pour tout ça. Bah, merci à toi aussi Cindy pour, bah, ton partage d'histoire. J'aime vraiment ta manière de nous la présenter. Tu la rends plus humaine et moins effrayante, tu vois? Et puis, bah, puis aussi cette découverte aussi parce que la Dame blanche, elle est très connue, mais le fait de savoir qu'il y a d'autres femmes avec d'autres couleurs aussi, c'est super intéressant parce que ça vient nous montrer qu'il y a une palette en fait, intérieure. On peut être une femme, on peut tout à la fois être la dame blanche, la dame rouge, la dame noire, tu vois? La dame verte, la dame bleue, donc finalement, ça vient vraiment réveiller des choses. Il y a vraiment un fil conducteur là à aller creuser donc merci à toi et voilà, j'ai Je envie souhaitais ouais, ouais, Oh pardon, vas-y. excuse-moi, je te laisse terminer. Je souhaitais juste m'excuser des petits bugs parce que c'est la haute saison là, en ce moment, donc du coup, j'ai Oh, un petit peu t'inquiète buggé pas, sur différentes dates et tout, donc j'espère que ce sera audible et que les gens ont compris les histoires. c'était très clair. Merci Cindy, c'était parfait et voilà. Est-ce que tu aurais un petit mot pour, la fin, pour conclure cette conférence? Eh bien, pour moi, quand vous allez faire une visite guidée, ne vous arrêtez pas simplement à la grande histoire. N'hésitez pas à vous poser la question: «Pourquoi vous choisissez cette visite? Pourquoi cette visite vous appelle? Pourquoi cette ville vous appelle?» Ouais, Qu'est-ce qui vous, n'hésitez pas à sortir un petit peu du contexte et voir quelle répulsion vous avez par rapport aux personnages historiques cités, ouais. quel amour vous pouvez avoir aussi pour d'autres personnages historiques cités. Parce que c'est une mine d'informations sur les clés de notre histoire intérieure et ça vous permet aussi d'en apprendre sur vous-même, donc foncez, n'hésitez pas à toujours vous questionner les loulous, c'est important. Alors oui, j'ai souvent des petits noms affectifs pour les gens, les loulous C'est très tout mignon, petits, les loulous. C'est très mais mignon. heu, mais Ouais, non mais tout à mais fait, merci c'est ouais, mais c'est un grand cadeau en tout cas que tu me fais de pouvoir justement, partager et tu sais comme quoi je suis, très engagée dans la cause des femmes dans mes 2 ouais, métiers donc heu c'est vrai. donc heu, pouvoir me donner la parole sur ce sujet, c'était vraiment une mine d'or. Bah, merci à toi. Je suis très, très heureuse d'avoir, partagé ça avec toi et ça amène une dimension, encore une fois, je me répète, mais plus humaine. En fait, moi, la dame blanche, autant elle m'effrayait beaucoup quand, j'étais enfant et adolescente, autant, maintenant et encore plus là, en ayant travaillé le sujet avec toi, en ayant discuté et là, avec cette soirée, j'apprends à l'aimer de plus en plus, à aimer c'est des histoires, tragiques, mais à comprendre en fait la dimension, ce qui se cache derrière encore une fois et j'apprends à aimer en fait ce personnage, c'est ce qu'elle incarne en fait, tu vois? Et c'est cette part féminine, c'est vraiment très, très beau donc merci aussi à toi Cindy parce qu'ensemble et ben, voilà, tu vois, toutes les 2 on a pu, voilà, et on espère pouvoir, vous aider aussi à faire des liens, mais vraiment amener une dimension, voilà, plus douce, plus humaine en fait à cette personne parce que même quand la dame blanche est vue de manière, négative, qu'elle effraie, qu'elle fait peur ou qu'elle peut être vraiment dans ses aspects, sombres et bien ça vient vraiment, le fait de décortiquer l'histoire, ça vient vraiment aussi montrer
que bah, c'est une femme à la base, voilà, c'est un être comme tous les autres et qui a ses parts de blessures, tout comme nous. Donc, je suis vraiment très, très contente qu'on ait pu amener dans cette conférence une image plus positive sur la Dame Blanche, tu Oui, vois? oui, de réconcilier un petit peu les gens avec ce personnage et qui est au final très humain. Même s'il Tout n'est à plus de ce fait. monde, il est très humain. Tout à fait. Donc voilà, et je voulais ajouter que si vous voulez aller plus loin, en fait, dans tout ce qui va être libération émotionnelle, trouver des solutions et puis trouver voilà, des points, comment dire, des tremplins pour aller mieux en fait au niveau émotionnel. Eh ben, vous pouvez retrouver Cindy. On peut te retrouver Cindy en région parisienne à ton cabinet et en visio aussi pour des séances de sophrologie, de cartomancie, évidemment des visites qui sont absolument passionnantes. Allez-y, foncez. Si vous avez Merci. besoin d'une guide conférencière, allez-y. Et vous pouvez me retrouver également bah, sur Le Havre, en Normandie, donc pas très loin des lieux d'apparition des histoires de la Dame Blanche de ce soir, mais également en vidéo pour bah, des séances de décryptage au niveau transgénérationnel, au niveau des objets, encore une fois, des photos, des histoires familiales, mais aussi tout ce qui va être interprétation des rêves. Donc, on vous met toutes les coordonnées, les sites, etc. en barre d'infos. Et il va être l'heure de vous quitter. Donc, on vous souhaite une bonne nuit, de belles connexions avec la Dame Blanche. Et on Oui, vous vous dit à faites de beaux bientôt rêves. sur Traline Diffusion. Merci beaucoup.